Merci de m'avoir invité d'abord. Donc aujourd'hui, on parle de plus en plus de mixité comme coexistence de personnes différentes, entre guillemets, qui mélangent, entre guillemets aussi, des individus qui autrefois étaient séparés. Primitivement, elle désignait seulement la mixité sexuée, et encore pas seulement, non. Mais depuis les années 90, la mixité est devenue, comme dit Beate Colette, un mot valise pour décrire des réalités composites, je cite. Mixité professionnelle, mixité sociale, etc. En même temps, celle-ci est devenue un sujet de controverse et de débat. La mixité existe, mais peut-elle, doit-elle être considérée comme une valeur ? Si l'on entend par genre une différenciation hiérarchisante qui divise les individus humains en deux catégories sexuées pour créer entre eux des rapports de pouvoir, donc de l'inégalité, la mixité sexuée est-elle genrée ou au contraire produit-elle de l'égalité ? Pour tenter de répondre à cette question, après avoir précisé quelques éléments d'histoire, j'examinerai les finalités de la mixité, puis ses enjeux politiques. Quelques points d'histoire d'abord. Historiquement, la mixité commence par des interdits et concerne le mélange, entre guillemets, des religions. Ce qui est interdit, c'est le mariage mixte des catholiques avec les protestants au XVIe siècle par la Contre-Réforme. Et si l'on suit l'histoire du mariage mixte dans l'espace et le temps, on rencontre, comme dit Gabriel Varro, une histoire peu recommandable. Je veux dire par là toute une série d'interdictions, en particulier racistes. Autant dire que même si le mariage mixte est souvent vu aujourd'hui comme signe d'ouverture et de tolérance, le syntagme, eu égard à toutes ces connotations, reste cependant très ambivalent. Pour ce qui est de la mixité sexuée à l'école, il est intéressant de remarquer que c'est le même Concile de Trente qui a interdit dans les écoles catholiques la mixité scolaire entre filles et garçons que pratiquaient les protestants. Ce que l'Église catholique interdit, c'est ce qu'elle appelle la promiscuité, entre guillemets, les supposés débordements sexuels que risquait de provoquer le mélange des filles avec les garçons. On trouve déjà au XIVe siècle une interdiction à l'université de Bologne. La femme est la raison première du péché, donc elle ne doit pas rentrer dans l'université. Cette horreur des mélanges et cet interdit de mixité à l'école se prolonge dans l'Église catholique, je le rappelle, jusqu'au XIXe siècle. C'est toujours la peur de l'impureté, de l'immoralité. Du point de vue scolaire, la question de la mixité commence à être posée au moment des grandes transformations politiques, au moment de la Révolution française d'abord, et puis je passe très vite, j'ai pas beaucoup de temps, et elle revient à l'ordre du jour sous la Troisième République, sous l'influence à la fois du mouvement féministe et des mouvements de pédagogie nouvelle. On parle alors de coéducation. Paradoxalement, malgré la concurrence entre l'Église catholique et les républicains, eux aussi, les républicains, s'opposent à la coéducation des sexes à l'école. Selon eux, elle n'était pas adaptée au pays catholique. La crainte est que la coéducation ne contribue à la dénatalité en incitant les femmes à déserter leur foyer et à renoncer au mariage et à la maternité pour travailler professionnellement. On parle aussi du risque de féminisation des hommes et de virilisation des femmes, mais aussi de l'impudence des filles. Au fond, ces thèmes ne sont pas si éloignés de ceux que développent aujourd'hui des opposants à la mixité scolaire ou professionnelle. Après la Seconde Guerre mondiale, on passe de la coéducation à la mixité comme simple coexistence des deux sexes dans les mêmes établissements scolaires et par extension dans les mêmes lieux publics, sans donner forcément au terme une connotation éducative. C'est la prolongation de la scolarité jusqu'à 16 ans et la mise en place des collèges d'enseignement secondaire en 1963 qui introduit la mixité pour de simples raisons d'économie budgétaire, et il faut attendre les années 70 pour que la mixité soit le régime officiel des établissements publics français. Je passe à un deuxième point justement sur, quand on a introduit la mixité, aux ambiguïtés dans les finalités des mixités scolaires et peut-être aussi professionnelles. Celles et ceux qui prônaient la coéducation au XIXe siècle, comme les Saint-Simoniennes par exemple, ou à la fin du siècle l'anarchiste Paul Robin, pensaient qu'en coéducation, garçons et filles apprendraient à se connaître, à se comprendre
et donc à se construire, je cite, des rapports harmonieux et égalitaires entre les hommes et les femmes. Quand la mixité commence à se réaliser dans l'institution scolaire, à la fin des années 50, elle n'a pas de finalité égalitaire. Une circulaire de 1957 en témoigne. On l'introduit, dit-on, non pas au nom de principe, d'ailleurs passionnément discuté, mais au nom de la proximité pour les familles des établissements scolaires, dit-on. Dès lors, si la mixité s'introduit sans finalité éducative et encore moins politique, sans prétendre éduquer donc à l'égalité des sexes, on peut se demander à quoi éduque la mixité. Sans doute à ce que les filles et les garçons jouent les rôles et les fonctions sexuées auxquelles l'ordre sexué établi les appelle, ordonnés par le système de genre précisément, c'est-à-dire en conservant et légitimant les rapports de pouvoir et d'hiérarchie entre les groupes de sexe. Elle leur apprend à s'adapter à l'ordre sexué. Comme dirait l'ordre sexué, c'est une formule de Réjeanne Sénac. Ce n'est pas une coéducation, c'est bien une mixité, c'est-à-dire une coexistence des sexes qui met en jeu tous les mécanismes égalitaires présents dans la société. C'est pourquoi aussi elle n'a pas fait débat au moment de son introduction, comme elle le fera 50 ans plus tard, quand il sera question d'une véritable égalité, éducation à l'égalité des sexes. La pierre de touche, ce sont les orientations scolaires et professionnelles qui tendent à préserver les formes de domination sociale et sexuée qui caractérisent le marché du travail, avec leur division horizontale et verticale entre les sexes et les classes sociales. Je n'insiste pas. Je voudrais passer à la troisième partie. Bien sûr, il y a des évolutions et la mixité a permis aux femmes, en tant que droit d'accès égal à tous les savoirs et à toutes les formations et à toutes les compétences, elle a permis des progrès, et ça, je ne le nie pas du tout. Maintenant, je voudrais passer à mon troisième point. Ça va ? Oui ? Bon. On trouve deux contestations de la mixité sexuée sur lesquelles je voudrais réfléchir. D'une part, celle des féministes, dans la suite du mouvement féministe des années 1970, qui affirme que, c'est surtout d'ailleurs des féministes, disons, de langue anglaise, qui affirment que les filles réussissent mieux dans des écoles non mixtes. Alors, en fait, si on regarde ce qui se passe en France, on peut dire que ça peut être très facilement discuté quand on prend en compte l'origine sociale des élèves, des filles. Mais il y a aussi des groupes d'hommes qui dénoncent une école, entre guillemets, féminisée par son personnel, ses valeurs et ses normes, supposée inadaptée, encore entre guillemets, aux garçons, qu'elle défavoriserait, provoquant leur échec et leur décrochage scolaire. Ils partent du postulat essentialiste qu'il existe des différences irréductibles entre les filles et les garçons en termes de maturité, d'aptitude et d'intérêt, et que ces différences doivent être respectées. On retrouve des contestations du même genre sur le marché du travail. Les politiques publiques incitent à la mixité des métiers et des professions, mais en fait, ce sont les hommes qui résistent dans bien des endroits à la mixité, en particulier dans tous les secteurs très virilisés. Ces résistances et ces polémiques sont parties, on le sait, de groupes américains dits masculinistes, entre guillemets, et qu'on retrouve aussi au Canada, pour qui il s'agit au fond de défendre la domination masculine et l'inégalité des sexes. Cette contestation de la mixité scolaire ou professionnelle est donc en fait ambiguë. Pour les féministes, il s'agit de défendre l'égalité des sexes, et pour les masculinistes, de s'y opposer. On voit que le débat sur la mixité sexuée est bien un débat de nature politique sur les rapports sociaux de sexe. D'un point de vue politique, la mixité consiste à gérer les différences entre les groupes qui composent la société, non plus par la séparation et la division stricte entre groupes séparés et hiérarchisés, dont certains seraient statutairement exclus de certaines institutions et de certains pouvoirs, mais au contraire par la fluidité des groupes et le droit d'accès de tout individu à toutes les institutions et à tous les pouvoirs pour donner à chaque individu une chance égale de parité de participation au sens de Nancy Fraser, qui n'est pas la parité française dans la communauté politique et sociale. Entendu en ce sens, une société mixte s'oppose aux sociétés qui refusent tout mélange, quand le mélange est interprété imaginairement comme impureté, pollution, et à l'extrême, associé à un danger mortel d'indifférenciation, de désorganisation et de chaos. Au contraire, les sociétés démocratiques sont supposées valoriser le mélange,
considérée comme source de variété, de mouvement, d'enrichissement, comme symbole de dynamisme et de vie. Les sociétés qui craignent le mélange sont des sociétés qui entendent conserver un ordre fixe et se reproduire à l'identique, qui tendent à nier leur historicité, alors que les sociétés démocratiques, prônant la mixité, sont des sociétés qui assument leur historicité et considèrent leur diversité comme source d'enrichissement et de transformation sociale. C'est justement ces transformations que les tenants du statu quo social et sexué redoutent dans les mixités, parce qu'elles remettent en cause les inégalités entre groupes sociaux, en particulier l'inégalité entre les sexes, mais pas que. C'est pourquoi la résistance contre la mixité est si forte dans le sexisme, l'antiféminisme, l'homophobie, etc. Quant à la mixité telle qu'elle est pratiquée actuellement, elle correspondrait plutôt à la laïcité républicaine qui tolère les différences en les ignorant, voire en les déniant, voire en les mettant en avant, et au contraire les fige en différence de nature entre classe, sexe, culture, sexualité, qui uniformise les individus à l'intérieur des groupes dominés, tout en faisant oublier que ces catégorisations sont produites pour marquer et dissimuler en même temps la réalité des rapports de pouvoir et de domination qui structurent notre société. C'est pourquoi la mixité actuelle ne peut pas être un vrai mélange. En particulier, quand il s'agit de mixité sexuée, elle échoue à altérer les normes socialement instituées du masculin et du féminin avec les rapports de domination qu'ils impliquent. Une véritable mixité, au contraire, pourrait être le projet de permettre à chaque individu de s'ouvrir à la richesse de différences individuelles, plus indépendantes du genre, de les faire vivre ensemble pour que de leur rencontre puisse sortir une société plus vivante, plus créative. Sans une transformation profonde qui instituerait une société plus égalitaire, serait à même de transformer l'ordre sexuel et les normes de sexe, l'ordre socio-ethnique, l'ordre des sexualités. On ne peut pas espérer cette véritable mixité. C'est en ce sens que la mixité, entendue comme construction de rapports égalitaires entre les individus, peut apparaître comme une utopie, même si l'on peut affirmer qu'il s'agit d'une utopie nécessaire. Je vous remercie. Merci Nicole. Et bien, sans attendre, je me donne la parole. Voilà. Et je crois que ta conclusion, Nicole, ouvre bien le thème de ma présentation qui consiste à réfléchir sur les rapports entre mixité et discrimination. On comprend spontanément que la mixité, ou surtout l'absence de mixité, est souvent reliée à des questions de discrimination. Il y a des liens nécessaires, mais pas toujours évidents à démêler entre ces deux notions. D'abord parce que la mixité est difficile à définir, on l'a déjà un peu vu et on le verra sans doute encore plus pendant toute cette journée. Il y a certains synonymes qui sont utilisés, et Nicole en a cité un certain nombre, mélange, brassage, diversité, et à chaque fois, ça renvoie à des états de la société, à des modes de rapport qui ne sont pas strictement identiques. Et donc, pour reprendre sur ce lien entre mixité et discrimination, d'abord, la première chose qui paraît évidente, c'est que la discrimination, c'est-à-dire le filtrage, la négation ou la réduction de l'accès et des droits, produit de l'absence de mixité, c'est-à-dire empêche les mélanges ou empêche l'accès à des positions, à des lieux, à des biens et à des services. Donc on peut penser qu'il y a là un lien organique quasiment entre mixité et discrimination. Alors pour commencer, parce qu'il y a différents niveaux de mixité auxquels on peut penser, le premier qui est évident et celui qui a été évoqué par Nicole, c'est l'absence totale de présence d'une personne d'une catégorie dans un ensemble qui serait homogène complètement sur une catégorie. Et donc de ce point de vue-là, l'absence de mixité, c'est-à-dire l'hégémonie complète d'une catégorie, a été rencontrée dans l'histoire, dans les catégories sexuées d'une part, mais aussi raciales, dans la ségrégation raciale telle qu'elle a existé dans de nombreux États, dont les États-Unis, avec une logique pas toujours évidente à relier avec la discrimination, puisque la philosophie derrière la ségrégation raciale aux États-Unis était celle du separate but equal,
C'est-à-dire qu'on pouvait concevoir, en tout cas il était prétendu, qu'il était possible de vivre dans des espaces séparés tout en étant dans des traitements égalitaires à l'intérieur de ces espaces. Donc on voit qu'il n'y a pas nécessairement d'antinomie entre l'idée de la séparation et donc la non-mixité et celle de l'absence d'égalité. Pourtant, aujourd'hui, on aurait du mal à soutenir que la difficulté à rentrer dans des espaces soit compatible avec une norme d'égalité. En même temps, on vit constamment dans des espaces qui ne sont pas nécessairement toujours mixtes. Il y a un certain nombre de situations, des écoles par exemple confessionnelles, dans lesquelles la mixité n'est pas sexuée, mais même la mixité religieuse n'est pas nécessairement respectée, des toilettes publiques dans cet établissement qui ne sont pas nécessairement mixtes, des activités dans lesquelles la mixité n'est pas toujours respectée, et elle ne l'est pas respectée légalement. C'est-à-dire que ce n'est pas une déviance ou une dérogation à l'égard de la norme égalitaire, c'est que c'est prévu dans ces termes-là. Et le traitement légal de ces situations de non-mixité est assez variable, et vous aurez peut-être en mémoire le cas de la crèche Babylou, qui est un cas assez classique, récent, dans lequel la norme de non-mixité, ou en tout cas la norme, dans ces cas-là, laïque, a été opposée à la présence d'une employée qui se revendiquait musulmane de façon explicite et visible. Le débat était de savoir est-ce qu'une crèche pouvait établir une norme laïque comme étant un critère de recrutement de ses employés à l'intérieur de son règlement intérieur. Là, il y a eu deux réponses opposées au cours du temps du point de vue juridique, mais on voit là que on admet que, évidemment, des églises ou des confessions puissent ne pas pratiquer la mixité. Et ici, c'était la norme laïque prise comme une forme de confessionnelle assez similaire à celle que revendiquerait, je ne sais pas, une école juive pour avoir des enseignants juifs qui enseignent dans une école juive, ou une école catholique qui revendiquerait de ne travailler qu'avec des enseignants catholiques, ce qui peut se produire. Donc on voit là, dans ce premier niveau d'absence de mixité, globalement, une réduction très forte de ces espaces au cours du temps, et néanmoins des espaces qui sont légalement non mixtes, et cela est accepté. Mais si on quitte cette version assez radicale de la non-mixité et qu'on passe dans l'autre univers de la mixité, qui est celui de la vie sociale, où en apparence et de façon légale, il n'y a pas de réservation ou de prévention à l'entrée d'une personne d'une catégorie particulière dans des fonctions, dans des postes, dans des espaces et dans des lieux, mais que dans les pratiques, il puisse y avoir des différenciations qui soient faites. Et là, on retrouve la thématique de la discrimination, c'est-à-dire que des pratiques de filtrage, qui sont celles de la ségrégation ou de la discrimination, peuvent aboutir à la difficulté de présence, non pas l'absence absolue de membres d'une catégorie dans un espace, mais une présence limitée. Alors, vous voyez que là, on commence à devenir un peu flou. C'est limité, on engage immédiatement une métrique. Qu'est-ce que c'est la mixité et comment l'apprécie-t-on? Eh bien, on a tous à l'esprit des ordres de grandeur, et la plupart du temps, les textes normatifs ne les évoquent pas de façon très, très claire, et ils échouent la plupart du temps, à part lorsqu'ils évoquent la parité, où là, on a un ordre de grandeur qui est énoncé et qui est celui du 50% dans ce cas-là. Dans d'autres cas, le quota ou la proportion qui serait engagée pour respecter la mixité n'est pas 50%. La loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle instaure des quotas fondés sur le sexe, qui sont progressifs. 3 ans après le vote de la loi, c'est-à-dire que maintenant ça s'est déjà passé, donc en 2014, 20% de femmes doivent se retrouver dans les conseils d'administration et de surveillance des grandes entreprises. Et au bout de 6 ans, c'est 40%. Donc on a chiffré
Et donc on donne une sorte d'étalon pour ce qu'est la mixité. C'est un cas un peu particulier. Il y a beaucoup d'autres cas où, lorsqu'on évoque la mixité, c'est une façon de dire qu'il y a une sous-représentation d'une catégorie particulière. On n'évoque pas d'étalon particulier. On a du mal à voir dans quelle métrique se situerait cette mixité. Qu'est-ce qu'on a à l'esprit quand on évoque la mixité pour ces déformations de présence d'un groupe? Eh bien, on a souvent à l'esprit une idée d'égalité proportionnelle. Ici, l'égalité, c'est quand les groupes présents dans la société, les catégories dont il est question, se retrouvent à quantité similaire ou approchante dans toutes les positions, ici des conseils d'administration, mais ça peut être aussi peut-être les forces de police, l'armée, les écoles, les grandes écoles, et ainsi de suite. Et donc, la mixité, implicitement, c'est lorsqu'il n'y a pas de biais de déformation, de participation à la société, de telle sorte qu'on va avoir une sous-représentation manifeste d'un groupe à l'intérieur de ces ensembles. Alors quand je dis groupe, je reste vague. Ces groupes sont plus faciles à apprécier lorsqu'on parle des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes. Ils sont plus difficiles à apprécier, évidemment, vous l'avez tous à l'esprit, quand on parle des minorités ethniques ou raciales, et encore moins quand on parle des groupes religieux. Et donc, la conversion de ces appréciations de la mixité pose la question de sa mesure, et on rentre directement dans la conversion de cette mixité en termes de catégories pour lesquelles on devrait vérifier que la participation soit équivalente à celle de la société. Un exemple, le CSA fait tous les ans un baromètre de la diversité en observant sur une journée toutes les émissions de télévision qui sont projetées et en faisant un comptage de ce qui est visiblement projeté à cette télévision en catégorisant les personnes qui apparaissent dans des catégories du type blanc, non blanc. Ils trouvent à la fin un chiffre de personnes non blanches visibles à la télévision dans certaines circonstances, certains rôles, et ainsi de suite. La question qui se pose le CSA, c'est est-ce qu'il y a une sous-représentation ou pas? Et la réponse à la question, je ne sais pas si vous êtes capable de la donner, mais ça suppose de connaître la proportion de personnes non blanches dans la société. Or, le CSA ne sait pas quelle est la proportion de personnes non blanches dans la société. Il est capable de dire combien il y a d'hommes et de femmes dans la société, et donc de voir quelle est la sous-représentation ou la surreprésentation des femmes et des hommes selon les cas de figure dans certaines fonctions, mais certainement pas des personnes non blanches. Et donc, on voit là, dans la thématique de la mixité, un double niveau. Le premier, c'est de savoir quel est l'étalon, c'est-à-dire quelle est la proportion à partir de laquelle on considérera que la mixité est réalisée. Et deuxièmement, quel est l'ordre de grandeur à partir de lequel on peut le mesurer. D'où le lien avec les discriminations, puisque là, on a exactement le même raisonnement, c'est-à-dire que la mixité est la méthode par laquelle on établit qu'il y a des déformations, des biais suspects, dont on considérera, les ayant établis, qu'il faudra trouver l'origine de ce biais. Et l'origine de ce biais peut être de deux niveaux. Le premier, c'est qu'il y a une absence de personnes des catégories concernées pouvant rentrer dans la fonction ou dans le lieu. Et donc, c'est la question du pool. Donc, pour le dire de façon assez caricaturale, s'il n'y a pas de personnes diplômées du supérieur, eh bien, on ne va pas se poser la question du nombre de personnes qui vont pouvoir rentrer comme médecins. S'il y a des personnes qui sont diplômées et qui ne trouvent pas de travail en étant médecin ou ingénieur, eh bien là, on posera la question des biais au moment de l'embauche. Donc on voit qu'il y a là un double niveau. Et deuxièmement, cette question de la discrimination et de la mixité pose la question de l'horizon au cours duquel, vers lequel doivent converger la participation à ces différents domaines de la vie sociale. Et je terminerai là-dessus. Ça pose la question de la valence de la mixité, c'est-à-dire est-ce que l'horizon d'une participation fluide à la société dans tous les espaces, de tous les groupes possibles et imaginables, est véritablement le modèle de société égalitaire.
Pour l'instant, on imagine l'absence de mixité ou la déformation de la mixité liée à des phénomènes de filtrage et de discrimination ou de ségrégation. Mais il y a une autre façon aussi de produire de l'absence de mixité, c'est de l'agrégation, c'est-à-dire du choix, de la préférence. Beaucoup d'espaces ne sont pas mixtes, non pas parce qu'on empêche les personnes d'y aller, ou en tout cas c'est une façon un peu indirecte de les empêcher, mais parce que les personnes s'y retrouvent. On a tous à l'esprit, évidemment, des quartiers très favorisés dans lesquels les personnes qui arrivent le font par cooptation et par un biais de sélection par le marché, mais enfin néanmoins également aussi par des sélections qui sont liées à leurs préférences. Et de façon plus spontanée, beaucoup de lieux de fréquentation de la vie sociale sont également peu mixtes, tout simplement parce que des personnes ayant des affinités vont s'y retrouver. Ou par exemple, on a évoqué les unions. Les unions peuvent ne pas être très mixtes, non pas parce qu'il y a de l'interdiction au mariage, comme ça a été le cas aux États-Unis pour le mariage interracial jusqu'en 1967 pour beaucoup d'États, mais tout simplement parce que les personnes choisissent un conjoint qui, de façon non aléatoire, appartient à un groupe social et un groupe religieux ou un groupe ethnique et racial avec lequel les deux conjoints ont des affinités. Donc, on produit de la non-mixité dans la vie sociale, tout simplement par les réseaux affinitaires et par les formes de représentation du monde qui sont engagées. Et donc, la question qu'on peut se poser pour terminer ce balayage des rapports entre mixité et très, très préliminaire entre mixité et discrimination, c'est est-ce que une absence de concentration ou une représentation à l'identique des groupes sociaux de la société dans tous les espaces, c'est vraiment une situation de non-discrimination? Ben, c'est pas évident. On peut très bien imaginer qu'à l'inverse, la notion de mixité soit utilisée dans des dimensions de type discriminatoire, c'est-à-dire qui serait, dans un cas, d'imposer des coprésences dans des circonstances où elles ne sont pas nécessairement recherchées, ou, ça c'est des cas qui ont été plus observés dans le cadre de la politique du logement, d'utiliser l'argument de mixité pour empêcher l'accès de demandeurs de logements sociaux, par exemple, à des espaces dans lesquels on considérait qu'il y avait déjà trop de personnes ayant les mêmes caractéristiques, la plupart du temps des ménages d'origine immigrée, maghrébine ou africaine. Et donc l'argument de mixité est un des arguments les plus fréquemment utilisés pour refuser des attributions de logement social dans la perspective d'assurer l'égalité de répartition, en quelque sorte, d'éviter la concentration de ménages d'origine immigrée dans certains quartiers. Mais la conséquence est que, de fait, les concentrations sont restées, pour autant qu'on puisse en juger, mais que par contre, des ménages se font refuser des propositions, ou en tout cas de l'accès au logement sur ce critère de la mixité. Et donc là aussi, c'est une utilisation très circonstancielle, mais on voit que la question de mixité n'est pas nécessairement en opposition à la discrimination, c'est-à-dire que l'absence de la mixité serait la non-discrimination, mais on peut très bien trouver des situations où la mixité devient une discrimination en elle-même. Et donc, ça nous invite à réfléchir sur ces liens que nous allons déplier maintenant dans 2 séances dans toute la journée. Et je pense que les intervenants vont montrer la complexité de ces rapports non équivoques entre mixité, genre et discrimination.